extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Dr Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone, avec résidence à Conakry. Monsieur Ibrahima Kane, polytechnicien, ingénieur civil des ponts et chaussées, précédemment directeur exécutif du FONSIS, en charge des infrastructures, de l'agriculture et de l'agrobusiness, est nommé directeur général du FONSIS en remplacement de monsieur Amadou Hott. Monsieur Souleymane Dembassi, administrateur civil, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières, IAAF, au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural en remplacement de monsieur Youssoufa Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mam Denelo, ingénieur agronome, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Monsieur Francis Diouf, juriste, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Monsieur Pape Baba Diassé, inspecteur de l'enseignement élémentaire, précédemment inspecteur d'académie de Rufisque, est nommé inspecteur d'académie de Thiès, en remplacement de Madame Khadijatou Diallo, appelée à d'autres fonctions. Madame Khadijatou Diallo, inspectrice de l'enseignement élémentaire, précédemment inspectrice d'académie de Thiès, est nommée inspectrice d'académie de Kaolack en remplacement de monsieur Alioune Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cheikh Dione, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, précédemment inspecteur d'académie de Sédhiou, est nommé inspecteur d'académie de Rufisque en remplacement de monsieur Pape Baba Diassé, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était le communiqué du Conseil des ministres lu par Omar Diao. Sachez que le président de la République a quitté Dakar ce matin à destination de Varsovie en Pologne. Le chef de l'État va effectuer une visite officielle sur invitation de son homologue. Il est attendu de cette visite la signature d'accords de partenariat, notamment entre les secteurs privés des deux pays. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le président de la République qui est bien arrivé cet après-midi à Varsovie, en Pologne, le chef de l'État vient répondre à l'invitation de son homologue pour une visite de 2 jours. Il sera surtout question d'explorer les opportunités d'affaires pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Nous retrouvons notre envoyé spécial Aboubakar Kane. Le président de la République a été accueilli par le directeur du Bureau polonais des affaires étrangères ainsi que le chef de la diplomatie sénégalaise et l'ambassadeur du Sénégal. Direction ensuite la résidence présidentielle des hôtes où le président Macky Sall a été installé par le secrétaire d'État chargé de la coopération et des relations avec les institutions. À Varsovie, le chef de l'État effectue une visite officielle de 2 jours à forte portée économique. 48 heures au cours desquelles les secteurs privés sénégalais et polonais vont saisir les opportunités d'affaires que présentent Dakar et Varsovie. La forte présence dans la délégation du président Macky Sall de ministres témoigne également de la volonté de renforcer la coopération économique entre le Sénégal et la Pologne. Le président Macky Sall qui est donc en visite en Pologne pour 48 heures. Nous aurons les temps forts dans nos prochaines éditions. Lancement de la 2e phase du programme Place et Prix, la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie. C'est un programme de 13 milliards de francs CFA. L'objectif est de lutter contre le chômage et l'immigration incontrôlée. Les détails avec Anaïs Nyanyamane. La plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie est un programme qui soutient la création et le renforcement des micros et petites entreprises. Fruit de la coopération entre l'Italie et le Sénégal, le programme Place de Prix a été lancé en 2008. Il s'articule autour de 3 composantes. La ligne de microfinance allouée aux requêtes des systèmes financiers décentralisés pour le refinancement des PME. La ligne PME allouée au refinancement des PME est dédiée à l'acquisition d'équipements, de matériel de production, de fonds de roulement via les institutions financières locales partenaires. Le volet assistance technique vient à garantir de meilleurs effets sur la cible finale, de même que les effets stratégiques et opérationnels. Au total, 560 projets ont été financés pour un montant estimé à 13 milliards de francs CFA.
Et la première était celle-ci qui est partie en 2008-2009 et s'est conclue en 2015. La deuxième phase est celle dont on a parlé aujourd'hui et la troisième est une phase qui vient d'être lancée en Italie avec un nouveau crédit d'aide pour 13 millions d'euros auquel on aimerait bien pouvoir associer, comme je disais tout à l'heure, aussi une intervention de l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire de la Valette. Ce programme a aussi largement participé au développement économique de notre pays et à la résorption des disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. Pour ces acteurs de développement, les acquis méritent d'être consolidés et élargis dans le souci d'augmenter la portée du programme. La nouvelle lettre de politique sectorielle de la microfinance 2016-2020 accorde une importance au financement des secteurs prioritaires du PSE avec une option préférentielle pour les femmes, les jeunes et les MPME rurales. Je voudrais terminer mon propos en remerciant le gouvernement d'Italie pour les efforts consentis pour la première phase de la place des prix, mais également vous féliciter pour l'engagement que vous avez pris pour accompagner la deuxième phase de la place des prix. La phase 2 de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie devrait permettre de consolider les résultats déjà obtenus et contribuer à l'émergence du Sénégal. L'Afrique paie le plus lourd tribut de la migration en termes de fuite des cerveaux, une tendance qu'il urge d'inverser au plus vite selon Ndioro Ndiaye, la présidente de l'ONG Alliance pour la migration. Le leadership et le développement abordent la question de la migration ce soir à l'émission Le Point. Pour elle, les solutions ne manquent pas pour le continent. Nous l'écoutons avec Ousmane Ngarifaye. Ne souhaite pas que la migration soit choisie. Mais dans la plupart des pays du Nord en particulier, c'est effectivement une politique de migration choisie. Et ça, c'est au détriment du continent. Oui, certainement. C'est ce qu'on appelle l'exode des cerveaux. C'est que ces continents reçoivent des produits finis que nous avons formés avec nos ressources propres, les ressources des parents de ces jeunes, et que les continents receveurs, les pays receveurs les reçoivent et les utilisent. Finalement, c'est un produit fini, un profil déterminé, un profil qui a un contenu dont ces pays développés ont besoin, qu'ils héritent de nous et qu'ils développent. Mais je me dis que nous pouvons rééquilibrer les choses. Et quoi faisant? Ce qu'on appelle le brain gain, c'est tout ce que vous avez comme départ d'experts, des experts de qualité, des highly qualified Africans, comme ils appellent, que tout ce qu'on reçoit de l'autre côté, on les forme, ils reçoivent des valeurs ajoutées dans leur éducation, dans leur profession, et nous, on gagne en créant un pont entre ces plateaux d'experts qui sont créés à l'étranger et nos plateaux techniques qui ont besoin, que c'est valable pour l'éducation nationale, c'est valable pour l'enseignement supérieur, c'est valable pour la santé, et c'est sur cela qu'on essaie d'équilibrer. Voilà, Ndioro Ndiaye, invité de l'émission Le Point, à suivre après ce journal. Le Sénégal va se doter d'un code de déontologie des fonctionnaires. Le ministère de la fonction publique, qui veut une appropriation du document, a convié toutes les parties concernées à un atelier de partage. Le code de déontologie des agents de la fonction publique en cours de rédaction sera soumis au chef de l'État en décembre. Ndeye Aïda Dia. Un code de déontologie des agents de la fonction publique en gestation, un projet qui nécessite l'adhésion des principaux concernés, notamment les fonctionnaires. D'où l'objectif de cette rencontre. Il est bon de trouver un cadre juridique qui recense toutes les obligations qui pèsent sur les agents du secteur public. Et je crois que les techniciens qui ont élaboré le texte ont fait un travail quasi exhaustif en recensant presque toutes les dispositions allant dans le sens de créer des obligations qui pèsent sur des agents, dans le sens de délivrer un bon service public. L'État doit, parallèlement au déploiement de ce code de déontologie, accorder une attention particulière à la revendication des agents de la fonction publique pour
prendre en compte leurs doléances de manière efficace. Ce document devrait contenir les valeurs communes de référence de tous les fonctionnaires, assurance de la tutelle, l'élaboration de ce code de déontologie se veut participatif. Le code de déontologie générale que le gouvernement soumet à votre enrichissement n'est point un corset d'obligations dans lequel il cherche à vous enserrer. Bien au contraire, dans l'exercice de ce matin, vous êtes invité par vos observations et suggestions d'amélioration à prendre une part active à la construction d'un instrument juridique à travers lequel l'administration, les agents publics que vous êtes, les citoyens, les usagers et autres partenaires sociaux se reconnaîtront pour cultiver entre eux des rapports harmonieux et plus efficaces. Le document sera soumis au chef de l'État en décembre. Après celui-ci, d'autres mesures fortes seront envisagées, comme les nouveaux droits de la fonction publique, l'amélioration de la productivité des agents à travers la prise en compte de leur aspiration, tout cela pour une modernisation de l'administration publique. Le ministre de la Pêche en visite à Skassa, Omar Gueye, accompagné de l'ambassadeur de la Corée du Sud, était venu voir la nouvelle ligne de production de miettes de thon destinée au marché américain. Sur place, il s'est félicité de l'importance des investissements réalisés par la Skassa et l'excellence des relations entre la Corée du Sud et le Sénégal. Amélie Diop. Une visite au pas de Sarge dans une entreprise qui monte en puissance, la Skassa, la société de conserverie en Afrique. Ici, on pêche, on transforme et on exporte des produits de qualité. La Skassa est le fruit de la coopération entre la Corée et le Sénégal, une coopération très fructueuse. Vous savez qu'avec la Corée, nous avons une coopération dans le secteur de la pêche, dans le secteur des affaires maritimes. Faudrait-il le rappeler, le MIEP 1, c'est avec la Corée, le port de Dahonga, Agen et Diabogne, le complexe frigorifique de Ziguinchor, mais également dans le secteur de la pêche avec la reprise de l'enseigne SNCDS. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, tient beaucoup à cette coopération, qui est une coopération dynamique, multiforme dans beaucoup de secteurs, de la santé, de l'éducation, mais effectivement de la pêche. Avec une chaîne de production et de conditionnement qui respecte les normes internationales d'exportation, la Skassa a commencé à intéresser le marché américain avec Starkist. Dans ces sachets, il y a des miettes de thon. Ce matin ici, pour constater le redémarrage d'une nouvelle ligne de production de la Skassa qui consiste à fabriquer des produits, des miettes de thon destinés à l'exportation vers le marché américain avec le label Made in Sénégal. Et comme on nous l'a bien expliqué ici, Dongwon a racheté le grand groupe américain Starkist qui est le leader aux États-Unis avec plus de 45% de part de marché et plus de 80% de part de marché sur la nouvelle ligne que la Skassa est en train de développer. L'ambassadeur de la Corée du Sud a bien apprécié le développement de cette entreprise, fruit d'une coopération dynamique entre le Sénégal et la Corée du Sud. Je pense que Skassa est le symbole de coopération entre la République de Corée et le Sénégal. Et très important investissement de Corée ici à Sénégal. Donc je voudrais à Skassa augmenter plus beaucoup. J'invite le ministère pour montrer Skassa, ça marche bien. Skassa ambitionne aussi de développer ses activités au Sénégal. Depuis sa création, il continue de recruter et d'investir dans notre pays. Le domaine industriel de Diamniadio a un visage au-delà des milliers d'emplois qui sont créés. Les entreprises qui sont installées excellent dans la production de fer, de diesel oil, de la fabrication de PVC, de l'imprimerie, la confiserie, la mécanique industrielle, les poteaux électriques, entre autres domaines ciblés. Une cartographie de ce domaine industriel à forte intensité de main-d'œuvre décrite par Abibou Mbaye. Des cris de joie sortis des entrailles après une journée de dur labeur, synonyme de la fin de l'oisiveté et du chômage. Des centaines d'ouvriers dans cette usine de production de poteaux électriques en béton armé. Ce qu'on a fait accompagne le programme du gouvernement avec la mise en place de centrales pour
faire de sorte que les coûts d'électricité baissent. Quand vous rentrez ici, vous voyez qu'il y a 700 personnes. Et tous les matins, ici, à l'entrée de l'usine, il y a au moins 200-300 personnes qui sont là, qui font la queue pour être embauchées comme des manœuvres. Ça veut dire que la capacité de l'usine aujourd'hui peut absorber 1000 personnes. Cette unité, c'est une première en Afrique. Et je vais même vous dire peut-être ce que les ingénieurs ont dit et mes techniciens. On concurrence même les industries européennes. Vous prenez un poteau qui est fait en Europe, vous le mettez sur le banc d'essai, il se casse. Nos poteaux ne se cassent pas. Sur le même site du domaine industriel de Diamniadio, Sénégal Steel a très tôt battu le fer pendant qu'il était chaud. Cet investisseur d'origine gambienne a pu créer 90 emplois avec un fort potentiel de production de fer destiné au marché national et à l'export. Nous allons produire fer à béton. Je produis du fer à béton, des tubes carrés, des tubes ronds. J'emploie 90 personnes et la production dépend de la demande du marché. 90 personnes. Ici, il n'y a pas que Gambiens et Sénégalais. On y parle chinois à Skysi, où les investisseurs du pays de l'Empire du Milieu produisent à partir des déchets d'huile moteur du diesel oil pour ravitailler les boulangeries. En 2015, on a commencé l'installation. Jusqu'à fin 2015, jusqu'au début 2016, on a commencé à démarrer la commercialisation. Ça se commercialise bien, oui, sauf qu'il y a des petites concurrences avec les autres stationnements qui font du gasoil. Ce jeune vendeur de bassines en plastique avait installé dans la banlieue une unité polluante et nocive. Aujourd'hui, son usine en construction promet déjà 80 emplois à côté de Sodiaplast, qui produit 3000 à 4000 pièces par jour avec ses 175 ouvriers. Un autre qui a réussi une sorte de reconversion et un agrandissement de ses activités dans la confiserie et sur le site du DID avec sa trentaine d'ouvriers. L'activité consiste principalement à fabriquer et à commercialiser des bonbons que les Sénégalais connaissent. On existe depuis 2007. On est les premiers à s'installer dans la zone. Avant même l'avènement de l'électrification de la zone, on a démarré la production en groupe électrogène. Donc on a eu l'électricité que tout récemment, il y a peut-être 2 ans. L'État est en train de faire. Il y a eu beaucoup d'améliorations depuis l'avènement de la nouvelle direction là. C'est pour cette raison même qu'on a fait cette extension. Donc voilà, il y a de l'espoir. Avec l'extension, on va avoir à peu près 20 personnes de plus. Même si le domaine industriel de Diamniadio n'offre pas toutes les commodités, électricité, internet, eau et les nouvelles contraintes d'enclavement imposées par l'autoroute à péage, l'envie de relever des défis est là. Il y a pas mal de projets en cours. Il y a déjà un projet là en cours de plus de 3 milliards dont nous avons eu les financements avec les partenaires financiers locaux et internationaux. C'est en cours de réalisation. Cette usine va continuer, mais il y a l'autre qui est en cours de construction. Aujourd'hui, on est dans un vaste programme, que ce soit du côté Azer, Sénélec, etc. Et on s'est arrangé pour faire travailler tout le Sénégal. Toutes les entreprises s'y retrouvent. Au niveau des régions, j'envisage même de prendre des jeunes, en faire des manœuvres pour qu'ils soient payés et qu'ils apportent à leur famille de la nourriture. Et le programme qu'on est en train de faire va utiliser au minimum 6000 personnes dans toutes les régions du Sénégal. Mais c'est le moment d'agir. Le Sénégal, c'est maintenant qu'il doit se développer pour toujours. La cartographie de ce site va dévoiler de nouvelles unités industrielles en cours de construction dans les mois à venir pour participer à la création d'emplois au Sénégal pour gagner le pari de l'émergence. Le domaine industriel de Diamniadio qui prend forme avec beaucoup d'entreprises installées et de nombreux emplois déjà créés pour redonner à l'arachide toute sa place dans l'agriculture et l'économie sénégalaise. L'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass va créer un institut de l'arachide. Ce sera une structure d'enseignement unique en Afrique qui devra assurer la formation et la recherche dans tous les secteurs de la filière arachide. Pape Bonachao. Introduite au XVIIe siècle au Sénégal, l'arachide a jusque dans les années 70 été le fleuron de l'agriculture du pays. Au fil des ans et progressivement, la spéculation a perdu du terrain dans les surfaces agricoles.
Situation causée par plusieurs facteurs dont le déficit de personnel spécialisé qualifié dans toute la filière. Pour combler le gap, l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass a décidé de créer un institut de l'arachide. L'arachide, c'est important pour notre pays, c'est important pour notre région, c'est important pour l'Afrique sur tous les plans, au plan de la sécurité alimentaire, au plan de l'économie. Il y a de grands enjeux concernant l'arachide. Nous pensons que le Sénégal est un pays qui était fort, qui est fort et qui doit être encore davantage fort donc, sur l'arachide. Et il est important que l'université puisse accompagner tous les acteurs qui sont à ce niveau et aussi répondre à leurs besoins en termes de formation et de recherche, mais dans le cadre d'une démarche ouverte d'un institut donc, qui sera mixte, qui va associer nos collègues de la recherche, mais également tous les autres acteurs qui sont dans la filière. Dans le monde rural, l'arachide est un patrimoine, une culture qui porte divers enjeux socio-économiques. L'Institut apportera des réponses sur les besoins de formation et de recherche. Il nous manque souvent des spécialistes et tous ceux qui sont chercheurs ou même qui sont techniciens dans le domaine de l'arachide, pour qu'ils puissent faire le travail convenablement, ils étaient souvent amenés à aller se former à l'extérieur. Ce qui est coûteux, bien sûr, mais ce qui aussi peut avoir d'autres problèmes parce que ce qu'on apprend à l'extérieur n'est pas toujours forcément adapté à ce qui se passe dans notre environnement, dans notre sol. Donc si aujourd'hui on pense à mettre un institut spécialement dédié à l'arachide au sein d'une université qui est implantée au cœur du bassin arachidier, je crois que c'est une chose très importante. Avec l'IA de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, le Sénégal sera le 3e pays au monde après la Chine et les États-Unis à se doter d'une structure de formation exclusivement dédiée à l'arachide. Parlons de l'ouverture ce matin de l'atelier de renforcement des capacités des agents de la douane. Cette rencontre initiée par l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie vise à renforcer le contrôle des importations de produits et d'équipements d'éclairage. Les douaniers doivent être mieux outillés afin de renforcer le cadre réglementaire interdisant l'importation des lampes à incandescence au Sénégal. Fatou Diouf. Depuis 2009, le Sénégal s'est engagé dans l'amélioration de l'efficacité de l'éclairage avec la promotion des lampes à économie d'énergie. C'est ainsi que le décret numéro 2011-160 du 28 janvier 2011 portant interdiction de l'importation et de la production au Sénégal des lampes à incandescence a été créé. 8 ans après, ces lampes sont toujours présentes dans au moins 43% des ménages de Dakar. Une meilleure connaissance du cadre réglementaire sur l'éclairage par les douaniers va donc permettre de renforcer le contrôle des importations de ces produits. Il faudra que les acteurs impliqués dans l'opérationnalisation des mesures réglementaires telles que la douane ne soient pas confrontés à des contraintes pour rendre pleinement effectives les dispositions de ces textes. Cet atelier s'inscrit non seulement dans le cadre des composantes du programme d'éclairage efficace, mais a surtout été motivé par les nombreux constats sur le marché et qui ont été confirmés par une évaluation réalisée en 2014 avec l'AMO. Ils sont au total 60 agents d'opération commerciale, notamment vérificateurs, agents de visite et agents des postes frontaliers à bénéficier de cette formation. Durant 2 jours, ils vont être mieux outillés sur les technologies d'éclairage. L'administration des douanes a pris à l'interne un ensemble de dispositions pratiques en vue du renforcement de l'efficacité du contrôle des produits d'éclairage au niveau de nos frontières. C'est dire tout l'intérêt que nos services accordent à cet atelier, qui constituera sans nul doute un cadre idéal de réflexion et d'échange en vue d'identifier toutes les faiblesses du dispositif de contrôle douanier des produits et équipements d'éclairage. Ces lampes à incandescence, classiques comme halogènes, sont toujours importées et 24% des importateurs sont concernés. L'analyse croisée avec les statistiques douanières met en évidence le fait que, certes, les volumes d'importation de ces lampes classiques ont baissé, mais les tendances d'importation de lampes incandescence halogènes enregistrées ne se justifient pas. De tels constats montrent qu'il y a encore beaucoup à faire pour renforcer le cadre réglementaire en vigueur.
En marge de l'atelier se tient également une exposition sur les technologies d'éclairage. Les participants vont ainsi se familiariser avec les différents produits d'éclairage efficaces présents sur le marché sénégalais. Élus locaux et personnels des collectivités locales échangent sur des types de financement différents du système classique. Les institutions locales seront mieux outillées pour pouvoir obtenir des financements adéquats pour la bonne marche des structures et pour faire face aux demandes des populations. C'est en partenariat avec l'ambassade de Luxembourg au Sénégal, Ramatadem. La principale préoccupation des élus locaux est l'accès au financement. Or, sans financement conséquent, certaines réalisations ne peuvent voir le jour, d'où l'importance pour ces élus du peuple de trouver les financements par des mécanismes légaux afin de satisfaire les préoccupations du peuple. Il arrive souvent que des investisseurs privés puissent puiser des milliards dans vos terroirs, mais la législation ne permettait pas de faire. Maintenant, nous voulons créer un cadre réglementaire pour qu'en plus de la fiscalité locale, que les communes collectent au niveau donc, des contribuables, en plus des transferts que l'État central opère en termes de dotation et de fonds d'équipement, qu'on puisse nouer des partenariats assez dynamiques avec des ressources plus substantielles pour venir être en adéquation, en tout cas avec les besoins des populations, et naturellement elles pourront qu'en tirer un profit. Aujourd'hui, le partenariat public-privé est préconisé afin que les maires puissent avoir accès à des financements plus conséquents. Vous savez que fondamentalement, les collectivités locales ne sont pas suffisamment outillées pour soutenir seules le financement des investissements. Déjà, le fonctionnement est assez lourd. Par conséquent, si on a des mécanismes tels que le partenariat public-privé et la délégation de services publics, nous voyons là effectivement une occasion pour les collectivités locales d'être accompagnées par le secteur privé dans le financement des investissements. Et cela me paraît extrêmement fort du point de vue du financement innovant. Donc, voir les maires du Sénégal se retrouver aujourd'hui pour donc se familiariser avec ces outils modernes du développement local, cela me paraît important, c'est pourquoi j'accorde un intérêt tout particulier à cet atelier. Plus de financement, c'est plus de liberté pour satisfaire les populations et leur permettre un meilleur accès à certains services essentiels tels que la santé, l'accès à l'eau, l'électricité et l'éducation. Tout ceci pour contribuer de façon efficace au développement économique de nos localités. Dans la série consacrée à la santé, focus sur la pyramide sanitaire, une organisation qui permet l'orientation géographique et selon la priorité des maladies. La pyramide sanitaire du Sénégal va de la base qui concerne les postes de santé au sommet où se trouvent les établissements de référence. Présentation avec Oumou Baldé. L'organisation du système national de santé se présente sous la forme d'une pyramide. À la base se trouvent les petites structures et au sommet, les établissements de référence. Nous avons ce qu'on appelle des postes de santé à la base, qui assurent les services de santé de proximité. Et chaque fois que vous parlez d'un poste de santé, il faut comprendre que ce poste de santé, qui est une structure opérationnelle, donc couvre en même temps d'autres structures annexes comme des cases de santé et parfois même des maternités. À un niveau supérieur, vous avez ce qu'on appelle des centres de santé. Autant le poste de santé est dirigé par un agent paramédical, c'est-à-dire un infirmier ou une sage-femme. Le centre de santé est dirigé par un médecin et les membres de son équipe. Et dans cette équipe-là, vous avez des médecins, des paramédicaux, et vous avez beaucoup de catégories d'ailleurs socio-professionnelles. Au-delà du centre de santé, qui souvent correspond à l'échelon départemental, vous avez au niveau régional et au niveau central les établissements publics de santé, communément appelés hôpitaux. Nous avons des hôpitaux de type 1, de type 2 et de type 3. Ce dispositif permet de mener à bien la politique de santé qui est définie en termes de priorité. Son organisation est faite aussi selon l'identification des besoins. Quand un patient est confronté à un problème de santé, donc c'est les soins de santé à la base, c'est au niveau des postes de santé, et le district, qui est une entité indivisible qui comporte également des centres de santé, permet de délivrer des prestations de services de qualité à moindre coût. Nous mettons en avant la qualité, mais nous mettons en avant également l'accessibilité sur le plan financier et sur le plan géographique. Sans compter que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé, il y a quand même beaucoup d'initiatives et je vous avais compris que sous
l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en train de mettre en œuvre la couverture maladie universelle, qui intègre les mutuelles, mais qui intègre aussi des initiatives de gratuité. Et ces initiatives de gratuité permettent aussi, par exemple, aux enfants de moins de 5 ans d'avoir accès aux services sans pouvoir payer. Et c'est valable également pour les personnes âgées et c'est valable également pour la prise en charge de beaucoup d'autres pathologies. Toutefois, il n'est pas rare de voir certains patients s'orienter vers les structures de référence pour un problème de santé qui peut être pris en charge par un poste de santé. D'où l'intérêt de réorienter l'information par rapport à la pyramide. Nous voulons mettre en place une plateforme cartographique où les gens peuvent se connecter pour voir la position de nos structures, pour voir les habitations, pour voir les problèmes de santé, pour voir donc qu'est-ce qui est offert dans ces structures sanitaires, quelles sont les heures de consultation. Une bonne information par rapport à l'offre sanitaire pourrait non seulement faciliter le respect des différents niveaux de prise en charge sur la pyramide, mais aussi permettre aux populations de bénéficier de certaines initiatives de gratuité. Les urgences constituent le premier motif de consultation dans les structures de santé. L'urgence est considérée comme une pathologie qui met en danger le pronostic vital de la personne. La médecine d'urgence est l'une des spécialités les plus récentes et le Sénégal organise son système de santé pour améliorer la prise en charge de cette pathologie. Fatou Saro. Appeler de l'aide. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Intervention d'urgence. Le pronostic vital du patient est engagé. Massage cardiaque, monitoring, sérum, aspiration, tout le dispositif médical de l'ambulance est mis en branle pour le récupérer. Conseillé. Vous pouvez toucher le patient. Le service d'assistance médicale des urgences est l'un des établissements publics mis en place en 2005 pour la prise en charge primaire. Le Sénégal est en train de faire des avancées notables donc dans la prise en charge des urgences. D'abord au niveau préhospitalier, depuis la création du SAMU, donc qui s'occupe de la régulation médicale, avec un numéro d'appel qui a été mis en place, qui est le 1515, donc qui est un numéro gratuit, donc accessible à travers tout le territoire national et qui permet aux populations, depuis le domicile, en cas d'urgence vitale, d'appeler, d'avoir un avis et parfois d'avoir du secours à la maison. D'accord, l'équipe a déjà bougé. Donc mettez l'enfant en position latérale de sécurité, c'est-à-dire vous le mettez sur le côté. Cette plateforme fonctionne 24 heures sur 24. Elle s'occupe de la régulation. Cette plateforme, c'est au cœur de tout ce qu'on appelle la référence contre-référence du système sanitaire. En ce sens que pour un problème médical, ils sont chargés d'abord de répertorier le problème médical que vous avez, envoie ce qu'on appelle le service médical d'urgence et de réanimation qui sont des ambulances avec des médecins urgentistes et des équipes bien formées. Cette prise en charge donc sera complète jusqu'au service qui va accueillir le malade. Le transfert entre deux structures et l'autre prise en charge que le SMUR assure. Il y a une artère qui est atteinte. Donc, comme on ne peut pas faire la prise en charge normalement, dans le cadre de la facilitation des évacuations, donc comme eux ils sont plus équipés que nous, on préfère appeler au SAMU pour qu'ils nous trouvent aussi une place. Victime d'un accident de la circulation, ce conducteur de scooter est dans un état comateux. Ouais, pour moi, il y a un enseignement actif, mais ce n'est pas extériorisé, c'est interne. Donc on part directement au bloc. C'est à chaque fois qu'on sort, on a déjà les informations avant de partir. Une fois sur place, on fait l'examen par rapport aux informations qu'on nous a données et par rapport à l'examen. Et puis on transmet les informations. Comme ça, il y a un dispositif qui est déjà prêt d'attendre le patient qui doit venir. C'est un blessé grave, hein. Tu as beaucoup saigné au niveau du bassin. Là, il y a le cerveau déjà qui souffre de cette hypotension et le cœur commence à donner des signes de fatigue aussi. Le temps presse pour ce garçon de 26 ans. Le premier transfert assuré par les sapeurs-pompiers ne s'est pas fait dans les mêmes conditions. Le transport, initialement, s'il était fait par un transport médicalisé, on aurait eu beaucoup plus de chances. Mais là, heureusement, on est en train de faire ce qu'on peut pour augmenter ses chances de survie. La prise en charge primaire est très importante. Si on regarde bien dans les urgences, en fait, les décès sont plutôt liés à l'absence de prise en charge primaire.
C'est pourquoi maintenant dans les pays, et c'est quasiment l'épidémiologie mondiale en ce moment, les pays s'organisent pour organiser les soins préhospitaliers. Parce qu'on se rend compte que si ces soins préhospitaliers sont inexistants, la maladie est multipliée par 2. Et donc les séquelles sont très importantes et parfois même la mortalité également est très élevée. On a vu sur le monitorage qu'il y a vraiment des signes d'arrêt cardiaque, on s'est arrêté. Et quand on s'est arrêté, on a vu effectivement que le patient était en arrêt. On a commencé les manœuvres de réanimation, mais malheureusement pas. Pas de chance, quelques défaillances dans le circuit. Pourtant, aujourd'hui, le Sénégal a mis en place un système plus performant de prise en charge des urgences avec l'agrément d'un certain nombre de structures privées et la mise en place des SAU. Les défaillances que nous avons au niveau du Sénégal, c'est la mise en place de ces services d'accueil des urgences, sur quoi le gouvernement et le ministère de la Santé est en train de travailler. Quasiment tous les hôpitaux sont en train de mettre en place, si ce n'est déjà fait, donc le service d'accueil des urgences. Et plus loin, pour la proximité et pour la rapidité, pour que les patients, les populations accèdent très vite au centre de santé, on est en train de travailler sur un dispositif d'unité d'accueil des urgences dans les centres de santé. Augmenter le paquet de services dans les centres de santé où des unités d'accueil des urgences peuvent contribuer largement à la prise en charge précoce de ces patients. Le SAMU est l'interface entre les populations et les structures de santé. Son intervention est gratuite. Composer le 1515 peut sauver des vies. Mais attention, s'amuser avec ce numéro peut coûter la vie à d'autres. En urgence, chaque seconde compte. Voilà, Fatou Sakho, après donc la série sur la santé, nous enchaînons avec la rubrique santé au Sénégal. Il n'existe qu'une seule machine de radiothérapie. Or, c'est un élément important dans le traitement contre le cancer. À l'hôpital de Dantec, c'est difficile de trouver un rendez-vous pour une séance tellement la demande est importante. L'État compte néanmoins apporter une solution. Ramatalem. La radiothérapie est un complément du traitement du cancer. La radiothérapie a déjà prouvé qu'elle avait un impact en diminuant le risque de récidive. Vous savez, le problème du cancer, c'est d'abord la récidive. Quand vous enlevez une tumeur, vous enlevez ce que vous voyez et vous risquez de laisser ce que vous ne voyez pas, ce qui est microscopique. Et là, le rôle de la radiothérapie, c'est de détruire ces cellules cancéreuses que l'on ne voit pas et que la chirurgie a laissé en place. C'est ça essentiellement le rôle de la radiothérapie. C'est un complément de la chirurgie, essentiellement. Et donc, si vous vous limitez, comme on le faisait avant l'ère de la radiothérapie, enlever la tumeur, même si on est très radical, même si on est très agressif, vous laissez des cellules microscopiques et le cancer revient. Donc la radiothérapie a permis de réduire cette récidive et donc par conséquent d'augmenter la survie des malades. Voilà, c'est un complément indispensable de la chirurgie. Au Sénégal, il existe une seule machine pour tous les patients qui luttent contre le cancer. Une vieille machine qui date de la fin des années 70 appelée la source de cobalt. C'est la seule machine. On a une très longue liste d'attente et on n'a pas assez de personnel. On est 2 techniciens supérieurs, il y a 2 radiothérapeutes et 2 physiciens médicaux. Ça ne suffit pas et en plus on couvre toute la sous-région. C'est une machine qui tombe souvent en panne, il faut le dire. Du fait du poids de son âge, elle arrive encore à émettre ses rayons sur ses patients qui la sollicitent au quotidien pour un espoir de guérison. Mais ce n'est pas toujours facile car il y a de longues listes d'attente. Oui, les patients arrivent à suivre les traitements, mais pas tous, parce que souvent il y a des problèmes de moyens. Et aussi, il y a la très longue liste d'attente. Il y a des patients qui attendent jusqu'à 2 mois pour être traités, et ce n'est pas bon, parce que la maladie n'attend pas. Quand nous sommes venus pour la première fois, on a vu les professeurs, mais on était sur une liste d'attente à peu près de 229 cas. Donc sur les 2 professeurs qui étaient disponibles, chacun avait une liste d'attente de plus de 200 personnes. Donc une liste d'attente de plus de 200 personnes, en sachant que nous, séances de radiothérapie, ça prend entre 15 et 20 minutes, c'est beaucoup. Donc c'est une durée de plusieurs mois.
Bon, j'ai tapé sur toutes les portes, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément de monde. Et comment on appelle, les opératrices qui étaient là, les professeurs, aussi bien les docteurs, ils étaient totalement débordés. Donc on était sur une liste d'attente et je venais tous les jours quémander même, demander, mais ils ne pouvaient pas faire. Ils ont regardé sur la liste d'attente et il y avait bien des cas très graves, des jeunes qui concernaient des jeunes et qui attendaient toujours. Donc c'est ça la première difficulté au niveau de la radiothérapie. La radiothérapie est à 150 000 francs CFA pour tous les cancers à l'hôpital Dantec de Dakar, ce qui n'est pas forcément à la portée de tous. Autre difficulté, le personnel qualifié qui est très insuffisant, ce qui constitue également un frein dans le traitement du cancer. L'accélérateur de particules est très attendu à Dalal Jamm par les spécialistes du cancer et par les patients parce qu'il pourrait améliorer de façon considérable les taux de réussite des traitements contre les cancers, surtout celui du sein qui est le premier cancer chez la femme. Plus de la moitié des engagements pris par le chef de l'État lors du conseil délocalisé dans la région de Louga ont été exécutés. C'est ce qui ressort de la conférence sur l'état d'évolution des engagements du président. L'hydraulique figure en tête des secteurs prioritaires. Diana Badia. Face à tous les segments de la population de Louga, le gouverneur a fait le point sur l'état d'exécution des engagements du chef de l'État. L'agriculture, l'élevage, la pêche font partie des secteurs prioritaires. C'est pourquoi d'importants efforts ont été consentis dans le domaine de l'hydraulique. L'État a injecté un volume d'investissement sur les 3 ans de 130 milliards 931 millions 951 073 francs CFA. Le pic de ces performances est surtout noté dans le secteur de l'hydraulique, où le taux de réalisation par rapport aux engagements a atteint 189,72%. Car pour la première fois dans l'histoire de la région, jamais autant d'ouvrages hydrauliques n'ont été réalisés. Sur 250 milliards que l'État s'était donné comme ambition d'injecter dans la région de Louga, plus de la moitié a été exécutée. La plus grande partie est revenue au département de Linguère. Le département de Linguère a accusé un certain retard par rapport à certains investissements, notamment dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine donc des routes, des infrastructures routières. C'est ce qui explique qu'on a l'impression que beaucoup d'actions du PUDC ont été orientées vers ce département. Mais en réalité, le PUDC, au-delà donc de ces urgences, est là aussi pour étendre le développement dans tous les départements donc de la région. D'autres réalisations hors engagement en Conseil des ministres sont notées. Elles augmentent le montant des investissements. Le montant de ces réalisations s'élève à 33 milliards 513 millions 773 946 francs et porte l'ensemble de l'enveloppe globale des réalisations, engagements pris en Conseil des ministres, réalisations dont les engagements ont été pris en Conseil des ministres, réalisations hors engagement en Conseil des ministres. Le tout donne 164 milliards 446 millions 725 019 francs CFA. Des résultats encourageants sont enregistrés presque dans tous les secteurs d'activité. Les autorités administratives s'engagent par ailleurs à atteindre l'objectif fixé par le chef de l'État lors du Conseil des ministres le 20 décembre 2012. À quelques jours du Grand Magal de Touba, la caravane Wadjal Magal poursuit sa tournée dans le pays. Claire Diop a assisté à suivi l'une des étapes. Voici son reportage. 5e édition de la caravane Wadjal Magal. Pour cette édition, la zone centre est choisie. Kaolack, Fatick et Kaffrine vont être sillonnés pour échanger avec les talibés mourides et au-delà les populations. Au cœur des échanges, la vie, le parcours et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur de la confrérie mouride. L'homme, un grand érudit qui a dédié toute sa vie à Dieu et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Entre autres localités où la caravane a fait escale dans le département de Gossas à Fatick, Touré Gossas. Ici, Serigne Touba avait installé un de ses fidèles compagnons, Serigne Cheikh Ali Touré. Ce dernier a pendant longtemps encadré les talibés. On leur raconte que ses relations avec le marabout étaient plus que particulières. L'actuel calife Serigne Abdou Karim Touré a magnifié la démarche de la caravane.
Ensuite, cap sur Thiénaba-Gossas à quelques kilomètres, toujours dans le département. Ici, le passage de Khadim Rassoul est marqué d'une empreinte indélébile. Tiki, dans la commune de Nguelou, a aussi reçu la caravane. La population à majorité mouride a sonné la grande mobilisation. Tiki, dans la commune de Nguelou, a aussi reçu la délégation. La population à majorité mouride a sonné la grande mobilisation à quelques kilomètres d'Arofal. Ici, sous l'indigal de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Serigne Modou Fall a fait de ce village son fief. Serigne Modou Aminta Fall est né ici, mais aussi Serigne Cheikh Djembou Fall, Khalif de Cheikh Ibrahima Fall. Ici aussi repose Sokhna Mam Khadilo, la mère de Serigne Cheikh Baye Fall Baye Gor, sur instruction de Serigne Touba. Et c'est tard dans la soirée que la caravane est arrivée à Lagan, un des grands daras de Cheikh Saliou Mbacké Ibn Khadim Rassoul, à l'accueil des versets du Saint-Coran, mais aussi la lecture des Khassaït de Serigne Touba. Devant les talibés, Serigne Modou Mbacké Sy, le coordonnateur de la caravane, est largement revenu sur les missions et objectifs de cette démarche. Après Lagan, la délégation est attendue dans d'autres localités, Touba Ngarandou, Landaigne ou encore Nguelou. La caravane Wadjal Magal dans la zone centre. L'actualité internationale nous mène au Venezuela. Le Parlement vient d'enclencher un projet de destitution contre le président Nicolás Maduro. En Irak, plusieurs milliers de combattants de l'État islamique sont prêts à se battre à Mossoul au moment où les forces d'élite irakiennes se rassemblent pour reprendre la ville. Et enfin, dans la foulée du Burundi et de l'Afrique du Sud, la Gambie a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale. Louise Bilza. C'est par la voix de son ministre de l'Information, Chérif Bodian, que la Gambie a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale. Dans une déclaration à la télévision nationale gambienne, le ministre a accusé la CPI de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants, alors que selon lui, au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction sans être inquiétés. La décision constitue un revers personnel pour la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, de nationalité gambienne, qui a été ministre de la Justice du président Yahya Jammeh. La tension est montée d'un cran au Parlement vénézuélien où l'opposition majoritaire a voté l'ouverture d'un procès en destitution du président socialiste Nicolás Maduro. Les députés veulent examiner sa responsabilité pénale, politique et les manquements aux devoirs de sa charge. Cela intervient une semaine après qu'un projet de référendum révocateur a été suspendu par le Conseil national électoral. L'héritier d'Hugo Chavez, qui ne reconnaît plus le Parlement, a assuré devant ses partisans qu'il convoquait ce mercredi un Conseil de défense nationale. En Irak, les taux se resserrent sur Mossoul. Les forces irakiennes sont maintenant au plus près de la ligne de front. L'État islamique ne semble pas disposé à leur rendre les choses faciles. La bataille risque de s'avérer plus compliquée. Beaucoup de combattants de l'État islamique sont originaires de la ville. La population pourrait servir de bouclier humain. L'État islamique s'est aussi réprimé dans le sang toute contestation. 50 policiers auraient été exécutés la semaine dernière. Les choses se compliquent davantage pour la coalition internationale. C'est tout pour cette édition du 20h à suivre après ce journal. Donc, l'émission Le Point qui reçoit Madame Ndioro Ndiaye. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Dr Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone, avec résidence à Conakry. Monsieur Ibrahima Kane, polytechnicien, ingénieur civil des ponts et chaussées, précédemment directeur exécutif du FONSIS, en charge des infrastructures de l'agriculture et de l'agrobusiness, est nommé directeur général du FONSIS en remplacement de monsieur Amadou Hott. Monsieur Souleymane Dembassi, administrateur civil, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières, IAAF, au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural en remplacement de monsieur Youssouf Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Monsieur Mam Denelo, ingénieur agronome, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Monsieur Francis Diouf, juriste, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Monsieur Pape Baba Diassé, inspecteur de l'enseignement élémentaire, précédemment inspecteur d'académie de Rufisque, est nommé inspecteur d'académie de Thiès, en remplacement de Madame Khadijatou Diallo, appelée à d'autres fonctions. Madame Khadijatou Diallo, inspectrice de l'enseignement élémentaire, précédemment inspectrice d'académie de Thiès, est nommée inspectrice d'académie de Kaolack en remplacement de Monsieur Alioune Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cheikh Dione, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, précédemment inspecteur d'académie de Sédhiou, est nommé inspecteur d'académie de Rufisque en remplacement de Monsieur Pape Baba Diassé, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était le communiqué du Conseil des ministres lu par Omar Diaw. Sachez que le président de la République a quitté Dakar ce matin à destination de Varsovie en Pologne. Le chef de l'État va effectuer une visite officielle sur invitation de son homologue. Il est attendu de cette visite la signature d'accords de partenariat, notamment entre les secteurs privés des deux pays. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le président de la République qui est bien arrivé cet après-midi à Varsovie, en Pologne, le chef de l'État vient répondre à l'invitation de son homologue pour une visite de 2 jours. Il sera surtout question d'explorer les opportunités d'affaires pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Nous retrouvons notre envoyé spécial Aboubakar Kane. Le président de la République a été accueilli. Finalement, c'est un produit fini, un profil déterminé, un profil qui a un contenu dont ces pays développés ont besoin, qu'ils héritent de nous et qu'ils développent. Mais je me dis que nous pouvons rééquilibrer les choses. Et quoi faisant ce qu'on appelle le brain gain, c'est tout ce que vous avez comme départ d'experts, des experts de qualité, des highly qualified Africans, comme ils appellent. Tout ce qu'on reçoit de l'autre côté, on les forme, ils reçoivent des valeurs ajoutées dans leur éducation, dans leur profession, et nous, on gagne en créant un pont entre ces plateaux d'experts qui sont créés à l'étranger et nos plateaux techniques qui ont besoin. Que ce soit, c'est valable pour l'éducation nationale, c'est valable pour l'enseignement supérieur, c'est valable pour la santé, et c'est sur cela qu'on essaie d'équilibrer. Voilà, Ndioro Ndiaye, invité de l'émission Le Point, à suivre après ce journal. Le Sénégal va se doter d'un code de déontologie des fonctionnaires. Le ministère de la fonction publique, qui veut une appropriation du document, a convié toutes les parties concernées à un atelier de partage. Le code de déontologie des agents de la fonction publique en cours de rédaction sera soumis au chef de l'État en décembre. Un code de déontologie des agents de la fonction publique en gestation, un projet qui nécessite l'adhésion des principaux concernés, notamment les fonctionnaires. D'où l'objectif de cette rencontre. Il est bon de trouver un cadre juridique qui recense toutes les obligations qui pèsent sur les agents du secteur public. Et je crois que les techniciens qui ont élaboré le texte ont fait un travail quasi exhaustif en recensant presque toutes les dispositions allant dans le sens de créer des obligations qui pèsent sur les agents, dans le sens de délivrer un bon service public. L'État doit, parallèlement au déploiement de ce code de déontologie, accorder une attention particulière à la revendication des agents de la fonction publique pour prendre en compte leurs doléances de manière efficace. Ce document devrait contenir les valeurs communes de référence de tous les fonctionnaires, assurance de la tutelle. L'élaboration de ce code de déontologie se veut participatif. Le code de déontologie générale que le gouvernement soumet à votre enrichissement n'est point un corset d'obligations dans lequel il cherche à vous enserrer. Bien au contraire, dans l'exercice de ce matin, vous êtes invités par vos observations et suggestions d'amélioration à prendre une part active à la construction d'un instrument juridique à travers lequel l'administration, les agents publics que vous êtes, les citoyens, les usagers et autres partenaires sociaux
se reconnaîtront pour cultiver entre eux des rapports harmonieux et plus efficaces. Le document sera soumis au chef de l'État en décembre. Après celui-ci, d'autres mesures fortes seront envisagées, comme les nouveaux droits de la fonction publique, l'amélioration de la productivité des agents à travers la prise en compte de leur aspiration, tout cela pour une modernisation de l'administration publique. Le ministre de la Pêche en visite à la SCASA, Omar Gueye, accompagné de l'ambassadeur de la Corée du Sud, était venu voir la nouvelle ligne de production de miettes de thon destinée au marché américain. Sur place, il s'est félicité de l'importance des investissements réalisés par la SCASA et l'excellence des relations entre la Corée du Sud et le Sénégal. Amidou Diop. Une visite au pas de Sarge dans une entreprise qui monte en puissance, la SCASA, la société de conserverie en Afrique. Ici, on pêche, on transforme et on exporte des produits de qualité. La SCASA est le fruit de la coopération entre la Corée et le Sénégal, une coopération très fructueuse. Vous savez qu'avec la Corée, nous avons une coopération dans le secteur de la pêche, dans le secteur des affaires maritimes. Faudrait-il le rappeler, le MIEP 1, c'est avec la Corée, le port de Dahonga, Agen et Diabogne, le complexe frigorifique de Ziguinchor, mais également dans le secteur de la pêche avec la reprise de l'ancienne SNCDS. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, tient beaucoup à cette coopération, qui est une coopération dynamique, multiforme dans beaucoup de secteurs. Par le directeur du Bureau polonais des affaires étrangères, ainsi que le chef de la diplomatie sénégalaise et l'ambassadeur du Sénégal. Direction ensuite la résidence présidentielle des hôtes, où le président Macky Sall a été installé par le secrétaire d'État chargé de la coopération et des relations avec les institutions. À Varsovie, le chef de l'État effectue une visite officielle de 2 jours à forte portée économique. 48 heures au cours desquelles les secteurs privés sénégalais et polonais vont saisir les opportunités d'affaires que présentent Dakar et Varsovie. La forte présence dans la délégation du président Macky Sall de ministres témoigne également de la volonté de renforcer la coopération économique entre le Sénégal et la Pologne. Le président Macky Sall qui est donc en visite en Pologne pour 48 heures. Nous aurons les temps forts dans nos prochaines éditions. Lancement de la deuxième phase du programme Place et Prix, la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie. C'est un programme de 13 milliards de francs CFA. L'objectif est de lutter contre le chômage et l'émigration incontrôlée. Les détails avec Anaïs Nyanyamane. La plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie est un programme qui soutient la création et le renforcement des micros et petites entreprises. Fruit de la coopération entre l'Italie et le Sénégal, le programme Place Prix a été lancé en 2008. Il s'articule autour de 3 composantes. La ligne de microfinance allouée aux requêtes des systèmes financiers décentralisés pour le refinancement des PME. La ligne PME allouée au refinancement des PME est dédiée à l'acquisition d'équipements, de matériel de production, de fonds de roulement via les institutions financières locales partenaires. Le volet assistance technique vient à garantir de meilleurs effets sur la cible finale, de même que les effets stratégiques et opérationnels. Au total, 560 projets ont été financés pour un montant estimé à 13 milliards de francs CFA. Et la première était celle-ci qui est partie en 2008-2009 et s'est conclue en 2015. La deuxième phase est celle dont on a parlé aujourd'hui et la troisième est une phase qui vient d'être lancée en Italie avec un nouveau crédit d'aide pour 13 millions d'euros auquel on aimerait bien pouvoir associer, comme je disais tout à l'heure, aussi une intervention de l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire de la Valette. Ce programme a aussi largement participé au développement économique de notre pays et à la résorption des disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. Pour ces acteurs de développement, les acquis méritent d'être consolidés et élargis dans le souci d'augmenter la portée du programme. La nouvelle lettre de politique sectorielle de la microfinance 2016-2020 accorde une importance au financement des secteurs prioritaires du PSE avec une option préférentielle pour les femmes, les jeunes et les MPME rurales.
Je voudrais terminer mon propos en remerciant le gouvernement d'Italie pour les efforts consentis pour la première phase de la place des prix, mais également vous féliciter pour l'engagement que vous avez pris pour accompagner la deuxième phase de la place des prix. La phase 2 de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie devrait permettre de consolider les résultats déjà obtenus et contribuer à l'émergence du Sénégal. L'Afrique paie le plus lourd tribut de la migration en termes de fuite des cerveaux, une tendance qu'il urge d'inverser au plus vite selon Ndioro Ndiaye, la présidente de l'ONG Alliance pour la migration. Le leadership et le développement abordent la question de la migration ce soir à l'émission Le Point. Pour elle, les solutions ne manquent pas pour le continent. Nous l'écoutons avec Ousmane Ngarifaye. Ne souhaite pas que la migration soit choisie. Mais dans la plupart des pays du Nord en particulier, c'est effectivement une politique de migration choisie. Et ça, c'est au détriment du continent. Oui, certainement. C'est ce qu'on appelle l'exode des cerveaux. C'est que ces continents reçoivent des produits finis que nous avons formés avec nos ressources propres, les ressources des parents de ces jeunes, et que les continents receveurs, les pays receveurs, les reçoivent et les